Sur la passerelle du cuirassé Mikasa, l'amiral Togo Heihachiro scrutait l'horizon. Au loin, plusieurs panaches de fumée noire trahissaient la présence de la flotte russe. Ce fut ici, dans le détroit de Tsushima, entre le Japon et la Corée, que se joua le destin de la seconde escadre du Pacifique de l'amiral Rozhazvenski. La flotte japonaise abordait cette ultime bataille avec toute la confiance possible. En effet, le Japon était bien parti pour remporter la guerre contre la Russie après avoir capturé la base de Port Arthur en janvier 1905 et vaincu l'armée russe à Mukden en mars de la même année. Les Russes avaient subi des pertes terribles et reculé jusqu'au nord de la Mandchourie. Néanmoins, ces derniers pouvaient toujours reprendre l'initiative. La flotte de la Baltique, commandée par l'amiral Rozhazvenski, devait récupérer le contrôle de la mer du Japon et bloquer ravitaillement et renforts pour l'armée japonaise. Cela permettrait alors au tsar de négocier une paix honorable. Mais pour cela, il fallait que la flotte russe puisse remporter la victoire. Et si vous avez vu la précédente vidéo sur le voyage de la flotte de la Baltique, vous vous doutez que ça ne va pas bien se passer du tout pour les navires de Rozhazvenski. Les navires russes venaient de parcourir 29 000 km et provoquer plusieurs incidents, dont une bonne partie impliquant le Kamchatka, manquant d'ailleurs de déclencher une guerre avec la Grande-Bretagne. Du coup, les navires étaient en piteux état. Leurs coques étaient couvertes d'algues et de crustacés, tandis que les machines avaient bien besoin d'une révision. Bref, tout cela réduisait la vitesse des forteresses flottantes de Rozhazvenski. Et que dire des équipages ? Le moral était exécrable, cela faisait 7 mois que les marins avaient quitté leur pays, subissant le climat tropical, les maladies, la nourriture avariée et la discipline stricte imposée sur les navires russes. Ces hommes étaient pour beaucoup d'anciens paysans ou des bagnards qui s'étaient vus offrir une seconde chance, et malgré les multiples entraînements effectués en mer, ils restaient inexpérimentés et incapables d'obéir efficacement. Certains marins étaient même influencés par la propagande révolutionnaire, d'autant que le pays était en pleine révolution. Cerise sur le gâteau, ils étaient toujours incapables de viser correctement, Rozhazvenski n'ayant pas pu les entraîner efficacement en raison du manque de munitions. Enfin, les navires formaient une flotte hétéroclite et dont les faiblesses allaient causer bien des problèmes aux Russes. On ne s'était pas vraiment penché sur cela dans la vidéo précédente, il est donc temps d'y remédier. Les Russes alignaient 8 cuirassés, dont les 4 plus modernes de la classe Borodino. Ces navires formaient les 1ère et 2e divisions, respectivement commandés par les amiraux Rozhazvenski et Fiolkersam. Le vieil amiral Nemogatov commandait la 3e division avec le cuirassé Nikolai Ier, les 3 navires de défense côtière. 8 croiseurs furent rassemblés sous le commandement de l'amiral Engvist, tandis que les navires de transport et de ravitaillement étaient derrière, protégés par 9 destroyers et le croiseur Almaz. En fait, un ancien yacht transformé en croiseur. Sur le papier, cela paraissait impressionnant. 28 navires de guerre, sans compter les navires de transport. En face, les Japonais commandés par Togo alignaient 4 cuirassés modernes fabriqués en Grande-Bretagne, ainsi que le vieux cuirassé Shinyen, qui était un ancien navire chinois. 26 croiseurs, 20 destroyers et 28 torpilleurs. Les Japonais avaient plus de navires, mais avaient moins de cuirassés que leurs adversaires. Seulement, Togo disposait d'une flotte relativement homogène, tandis que Rozhazvenski devait escorter 9 navires auxiliaires, dont faisait partie le Kamchatka. Les navires de défense côtière de Nemogatov avaient une utilité quasi nulle et certains croiseurs, comme le Vladimir Monomakh, ne valaient guère mieux. Le principal atout de Rozhazvenski restait les 4 cuirassés de la classe Borodino. Ces derniers étaient inspirés du cuirassé Tsarevitch construit en France pour la marine russe, et conservaient un certain nombre de problèmes hérités des navires français de l'époque, notamment une structure assez haute. Cela rendait les navires instables par gros temps et entraîna le chavirage de plusieurs navires durant la bataille. Ces cuirassés disposaient d'un armement important avec 4 canons de 305 mm en tourelle, une à l'avant et une à l'arrière. En plus de l'armement principal, on trouvait une multitude de canons de différents calibres, comme vous pouvez le voir sur l'image. En face, les Japonais pouvaient compter sur le Mikasa, le navire le plus moderne de la flotte. À l'exception du Shinyen, les cuirassés japonais étaient bien supérieurs aux navires russes. Mais c'est la stratégie mise en place par Togo qui allait se révéler décisive. Durant ce conflit, 2 visions différentes de la guerre navale s'opposaient. Les 2 belligérants s'inspiraient des théories développées par l'amiral américain Alfred Mahan. Ce dernier expliquait qu'une flotte devait obtenir le contrôle de la mer afin de pouvoir bloquer les approvisionnements de l'ennemi. Pour cela, 2 tactiques étaient possibles, et chaque nation en choisit une différente. Le Japon espérait détruire, ou tout du moins neutraliser la flotte russe, grâce à une seule bataille décisive. Les Russes, quant à eux, préféraient maintenir une flotte dans la région sans forcément chercher le combat, considérant que la seule présence de cette flotte empêcherait les Japonais de pouvoir déployer leurs troupes de l'autre côté de la mer du Japon. Et ces 2 stratégies distinctes dictèrent les choix des 2 amiraux à Tsushima. En effet, Rozhazvenski ne souhaitait pas affronter directement la flotte japonaise, préférant rejoindre Vladivostok pour faire réparer ses navires.
A l'inverse, Togo ne devait pas laisser passer cette chance de vaincre les Russes, car ces derniers pouvaient représenter une sérieuse menace pour le ravitaillement des troupes japonaises, qui étaient profondément enfoncées dans le territoire chinois. Togo disposait d'un énorme avantage. En effet, sa flotte était parfaitement prête au combat. Les retards pris par Rozhestvensky durant les escales à Madagascar et en Indochine laissèrent le temps aux Japonais pour réparer leurs navires et préparer leurs pièges. En effet, pour rejoindre Vladivostok, les Russes n'avaient que 3 routes directes. La plus courte consistait à passer par le détroit de Tsushima, entre la Corée et le Japon. La seconde consistait à passer par le détroit de Tsugaru, qui séparait les îles de Honshu et de Hokkaido. Enfin, la troisième possibilité consistait à passer par le détroit de Lapérouse, qui séparait l'île d'Hokkaido de l'île de Sakhalin. Il était également possible de contourner le Japon plus au nord, en faisant éventuellement escale à Petropavlovsk, mais cela nécessitait de s'emparer des îles Bonin afin de pouvoir ravitailler. Mais ce plan était trop risqué car les Japonais seraient immédiatement alertés par radio. Passer par les détroits de Tsugaru ou de Lapérouse était également trop risqué, à cause du manque de charbon et du mauvais état des navires. Rozhestvensky n'avait donc qu'une seule possibilité, passer par le détroit de Tsushima. Il savait que la flotte japonaise l'attendait dans ce secteur, et tenta donc de préparer sa flotte du mieux qu'il pouvait pour cet affrontement inéluctable. L'amiral n'avait guère confiance dans sa flotte, ce qui est compréhensible quand on voit ce qui s'était passé durant le voyage. Sa confiance envers ses subordonnés n'était guère meilleure. Des 3 officiers supérieurs qui étaient sous son autorité, seul Fjolker Sam avait sa confiance. Mais ce dernier était gravement malade et mourut la veille de la bataille. Son décès fut caché afin de ne pas démoraliser les marins, tandis que son drapeau flottait toujours sur le cuirassé Osliabia. En temps normal, si l'amiral venait à être tué ou gravement blessé, le commandement devait revenir au second officier le plus gradé, en l'occurrence Nebogatov. Mais Rozhestvensky n'avait pas confiance dans le vieil amiral. Pour tout vous dire, il ne l'a même pas informé du décès de Fjolker Sam. L'amiral décida donc que s'il n'était plus capable d'assurer le commandement de la flotte durant la bataille, ça devait être le commandant du navire situé juste derrière le navire amiral qui devait prendre la relève. En l'occurrence, c'était le capitaine Nikolai Boukvostov sur le cuirassé Alexandre III. La flotte russe fut repérée dans la nuit du 25 au 26 mai 1905 par le croiseur Shinano Maru, un des navires envoyés par Togo pour guetter l'arrivée de l'ennemi. La flotte japonaise était basée à Busan, au sud de la Corée, et mit immédiatement le cap vers le détroit de Tsushima. Pendant ce temps, plusieurs croiseurs japonais gardaient le contact avec la flotte de Rozhestvensky. Ce dernier avait repéré les croiseurs au loin, mais décida de ne pas les attaquer, poursuivant sa route vers Vladivostok. Le 26 mai, une célébration religieuse eut lieu sur les navires russes pour commémorer le couronnement du tsar, tandis que le croiseur Vladimir Monomakh échangea quelques tirs avec des destroyers japonais. Les 3 divisions de cuirassés russes poursuivirent leur chemin, les croiseurs et les navires auxiliaires étant à l'arrière du dispositif, le tout formant une ligne. Peu après midi, Rozhestvensky ordonna à la flotte de virer sur la droite, manœuvre que devait effectuer chaque division l'une après l'autre. Mais alors que seule la première division avait manœuvré, plusieurs fumées noires apparurent à l'horizon. C'étaient les croiseurs japonais, bientôt suivis par les 2 divisions de cuirassés. Rozhestvensky ordonna à sa division de faire face à l'ennemi, mais cette dernière se retrouva alors décalée du reste de la flotte. Cet ordre fut le dernier qu'il put transmettre à ses navires. À 13h55, l'amiral Togo fit hisser ce drapeau, le Z. Les marins japonais savaient ce qu'il signifiait. À 14h07, les 2 flottes, qui voguaient sur 2 lignes parallèles, ouvrirent le feu, d'abord les Russes puis les Japonais. Ces derniers virèrent vers l'est pour barrer le T de la flotte russe. Ce faisant, ils purent concentrer toute leur puissance de feu sur les navires les plus proches, c'est-à-dire les cuirassés Suvorov, Osliabia et Alexandre III. Les Russes ripostèrent avec une certaine efficacité. Le cuirassé Mikasa, navire amiral de la flotte japonaise, fut touché 15 fois durant les 5 premières minutes de la bataille. Le cuirassé Shikishima reçut également plusieurs obus, tandis que 3 des canons du croiseur Kasuga furent mis hors service. Le croiseur Asuma perdit un de ses canons après avoir été touché par un obus de 305 mm, tandis que le croiseur Nishin fut également touché, perdant un de ses canons tandis que des éclats blessèrent un des officiers. Mais les artilleurs japonais réglèrent rapidement la mire, tirant plus rapidement et avec plus de précision que leurs adversaires. Bientôt un déluge de feu s'abattit sur les cuirassés russes. Le capitaine Vladimir Semenov témoigna. Les obus semblaient pleuvoir sans cesse sur nous, les uns après les autres. Les flammes semblaient se répandre partout. Le cuirassé Osliabia fut pris pour cible par 4 navires japonais. Ce dernier partit à la dérive avant de couler à 15h10, emportant son capitaine et 470 hommes d'équipage. La situation allait de mal en pis pour les Russes quand le navire amiral partit lui aussi à la dérive, son gouvernail endommagé par les tirs japonais. Le Knia Suvorov était alors en flammes, tandis que l'amiral Rozhestvensky avait été blessé 2 fois par des éclats d'obus et était inconscient. Le navire avait perdu sa tourelle avant dans une explosion ainsi qu'une de ses cheminées.
La tactique japonaise fonctionnait à merveille, les navires de l'amiral Togo ciblèrent ensuite le cuirassé Alexandre III, qui avait pris la tête de la file, ainsi que le Borodino. Les navires russes parvinrent néanmoins à s'éloigner à travers le brouillard, échappant aux tirs des Japonais. L'Alexandre III était néanmoins en flammes, et chavira avant de couler avec tout son équipage peu après 19 h. Pendant que les deux cuirassés s'enfuyaient, les Japonais concentrèrent leur attaque sur le Kniaz Suvorov, qui se retrouva attaqué à courte distance par les navires de Togo. Le cuirassé était même la cible de torpilles. Un des observateurs étrangers, présent sur un navire japonais, nota que le malheureux navire ressemblait à un volcan en éruption. Pour autant, l'équipage continuait le combat, touchant même le destroyer Asagiri, qui tentait de le torpiller. À 17 h 30, le destroyer russe Buini atteignit le cuirassé en flammes afin d'évacuer l'amiral, toujours inconscient, ainsi que d'autres officiers blessés. Le cuirassé continuait à fuir vers le sud, mais à vitesse réduite, ayant embarqué beaucoup d'eau. Le navire fut à nouveau attaqué par des torpilleurs japonais, plusieurs torpilles causant l'explosion d'un des magasins de munitions. Le cuirassé coula finalement à 19 h 30, emportant 928 hommes avec lui. Les seuls survivants furent les officiers évacués précédemment. Quelques minutes plus tard, c'était le cuirassé Borodino qui explosait avant de couler, tuant la totalité de son équipage à l'exception d'un marin qui resta 12 heures dans l'eau avant d'être sauvé. Vers 20 h, la flotte japonaise se regroupa pour la nuit. Le vice-amiral Nemogatov avait entre-temps appris la blessure de Rozhestvensky et avait donc pris le commandement de la flotte. La situation était désespérée pour les Russes. En quelques heures, ils avaient perdu 4 cuirassés, le remorqueur russe, ainsi que l'ancien paquebot Oural et même le Kamchatka, qui s'était aventuré en plein milieu de la bataille. Le seul espoir des survivants était de fuir dans la nuit en direction du nord. Les navires, éparpillés en petits groupes quand ils n'étaient pas carrément isolés, mirent donc le cap vers Vladivostok, suivis par les cuirassés de Nebogatov. Les croiseurs avaient subi des dégâts, mais sans que cela ne réduise leur vitesse. Mais l'obscurité ne protégea pas les Russes. L'amiral Togo envoya ses destroyers, ses torpilleurs à l'attaque. Après avoir achevé le cuirassé Kniaz Suvorov, ces navires passèrent 3 heures à attaquer ce qui restait de la flotte de la Baltique. Le cuirassé Sissoy Veliki et le croiseur amiral Nakimov furent gravement endommagés. Le cuirassé Navarin fut pris pour cible par des torpilleurs et parvint à en couler un avant de heurter un chapelet de mines largué par des destroyers. Seuls 3 hommes survécurent au naufrage. Les croiseurs et les destroyers russes s'en sortirent mieux. Les croiseurs commandés par le vice-amiral Engvist prirent la direction du sud-ouest, échappant aux navires japonais. Ces 3 navires étaient parmi les plus rapides de la flotte, ce qui les sauva de la destruction. En revanche, les autres croiseurs du groupe restèrent en retrait, trop lents pour fuir. Les torpilleurs japonais les retrouvèrent au matin du 28 mai. Le vieux croiseur Vladimir Monomakh fut attaqué par un torpilleur qu'il parvint à couler, mais fut mis hors de combat par une torpille. Il fut finalement sabordé par son équipage à 10 h 20. Le Dimitri Donskoy dut faire face à plusieurs vagues de torpilleurs, coulant 2 d'entre eux et en endommageant un 3e. Mais il fut ensuite endommagé par 4 croiseurs japonais. Le navire parvint à jeter l'ancre devant l'île de Ulungo avant de se saborder le lendemain. À l'aube, la flotte russe était éparpillée dans le détroit. Togo reforma sa ligne de bataille pour attaquer le groupe de cuirassés commandé par Nebogatov. Les 5 navires comportaient le cuirassé Aurel, qui avait été endommagé la veille, le vieux cuirassé Nikolai Ier, le croiseur Izumrud et 2 navires de défense côtière. Les dommages infligés par les Japonais avaient réduit leur vitesse à 7 nœuds, ce qui permit aux navires de Togo de les rejoindre. À 9 h du matin, Nebogatov et ses hommes étaient encerclés par 4 cuirassés et 16 croiseurs. Le vice-amiral ordonna à ses navires de se rendre, ce qui se fit dans une certaine confusion. Nebogatov avait fait hisser les drapeaux X, G et E, signifiant qu'il se rendait. Mais les Japonais mirent du temps avant de comprendre le signal, continuant à tirer sur les navires jusqu'à ce que ces derniers hissent le drapeau japonais et stoppent leurs machines. Le croiseur Izumrud profita d'ailleurs de sa vitesse pour fuir la zone. Nebogatov se rendit donc aux Japonais, une action qui pouvait lui valoir un procès et d'être fusillé. Mais en faisant cela, il avait sauvé la vie de ses équipages d'une mort certaine. Le dernier navire de défense côtière, l'amiral Ushakov, n'eut pas cette chance. À peine l'escadre de Nebogatov capturée que les Japonais raperçurent le navire au sud. Ce dernier fut attaqué par plusieurs croiseurs après avoir refusé de se rendre, l'équipage finissant par s'aborder le navire en flammes. Les derniers navires russes présents dans le détroit furent ensuite pourchassés par les croiseurs japonais. Le croiseur Svetlana fut coulé, ainsi que plusieurs destroyers. Le cuirassé Sissoy Veliki fut capturé, mais coula avant que les Japonais puissent le ramener. Enfin, le croiseur amiral Nakimov fut rattrapé et coula, une grande partie de son équipage étant sauvée par des navires japonais. Enfin, les 2 navires hôpitaux qui accompagnaient la flotte furent capturés. Une des dernières prises des Japonais fut le destroyer Biedovi, capturé par 2 destroyers adverses. Et à bord de ce navire, les Japonais eurent la surprise de découvrir l'amiral Rozhestvensky, toujours inconscient après avoir été transféré d'un navire à l'autre. L'amiral fut immédiatement envoyé dans un hôpital militaire au Japon. Au final, seuls quelques navires russes parvinrent à fuir.
Le croiseur Almaz et 2 destroyers parvinrent à Vladivostok. Un autre croiseur, l'Izumrud, atteignit les côtes russes mais s'échoua dans la baie de Vladimir, à 400 km de Vladivostok. Son équipage dut rejoindre le port à pied. Les croiseurs Oleg, Aurora et Zemchug rejoignirent Manille, aux Philippines, où ils furent internés. Le transport Korea, le remorqueur Svir et un destroyer subirent le même sort à Shanghai. Enfin, le transport Anadyr disparut pendant plusieurs semaines avant de réapparaître à Madagascar. Il put par la suite rejoindre la Russie. La bataille de Tsushima était une victoire éclatante pour le Japon, qui a montré qu'il était devenu une grande puissance. Pour les Russes, c'est un véritable Trafalgar. 6 cuirassés et 15 autres navires furent coulés. 7 autres furent capturés par les Japonais. 5045 marins russes furent tués. Les Japonais perdirent 3 torpilleurs et 117 morts. La flotte russe était anéantie. Seules quelques unités étaient encore présentes à Vladivostok et en mer Noire. Une catastrophe qui allait avoir de lourdes conséquences pour la marine dans la décennie à venir. Pourquoi une défaite aussi écrasante ? Comme souvent dans ce genre de cas, plusieurs facteurs sont à prendre en compte. Togo put mettre en place son plan sans que les Russes puissent s'y opposer. Les Russes subissèrent la bataille tandis que les Japonais eurent l'initiative. Togo était confiant, pas Rozhestvensky. Outre le manque d'expérience et de discipline des équipages, les Russes étaient désavantagés par la vitesse insuffisante de l'escadre. On estimait que la vitesse de la flotte était de 9 nœuds au mieux. 3 nœuds de moins que ce qui était possible à cause de l'encrassement des coques et des vieux navires de défense côtière qui furent de véritables boulets pour l'amiral. Cela permit aux Japonais de barrer le T de la formation russe à 2 reprises, concentrant toute leur puissance de feu sur un seul navire sans que les autres puissent le soutenir efficacement. Les Russes auraient pu empêcher cela avec des tirs à longue distance, malheureusement l'artillerie de l'époque manquait de précision. Les télémètres installés sur les navires japonais ainsi que sur les nouveaux navires russes étaient peu efficaces à longue portée, d'autant que les modèles russes étaient particulièrement imprécis, un problème repéré durant l'escale malgache, mais comme il était impossible de les régler là-bas, les artilleurs russes durent faire avec. De plus, les obus russes étaient parfois défectueux. Sur les 24 obus de 305 mm ayant atteint les navires japonais, 8 n'ont même pas explosé, de même que 28 des 80 obus de calibre inférieur. De plus, comme les navires russes étaient surchargés en charbon pour pouvoir atteindre Vladivostok, certains canons placés très bas devenaient inutilisables. Néanmoins, cette surcharge eut quand même un avantage, puisque la ceinture cuirassée des navires se situait bien plus bas que prévu, ce qui empêchait les obus japonais de frapper cette partie sensible. Mais visiblement, ça n'a pas trop gêné les artilleurs nippons, qui, s'ils n'arrivèrent apparemment pas à percer cette cuirasse, n'eurent aucun mal à incendier les navires, la poudre chimosée équipant leurs obus augmentant leur capacité destructrice. Les obus causèrent également de lourdes pertes en frappant les passerelles de commandement, tuant de nombreux officiers et blessant Rozhestvensky, ce qui, on l'a vu, entrava sérieusement l'efficacité au combat de la flotte, et gêna la lutte contre les incendies. Enfin, la responsabilité du commandement russe doit également être évoquée. Après la guerre, Rozhestvensky et Nebogotov furent rapatriés en Russie et passèrent en cour martiale avec 77 officiers. Ces derniers risquaient de voir leur carrière se briser, de finir en prison, voire de passer au peloton d'exécution pour les 2 amiraux. Rozhestvensky, qui fut inconscient durant la majeure partie de la bataille, ne risquait pas grand-chose et fut d'ailleurs acquitté, bien que sa carrière d'officier fût brisée. Il s'employa néanmoins à défendre les autres officiers, notamment Nebogotov, qui avait livré ses navires à l'ennemi, et assuma l'entière responsabilité de la défaite. Nebogotov et 3 de ses capitaines furent condamnés à mort, mais leur peine fut commuée en 10 ans d'emprisonnement sur ordre du tsar, et le vieil amiral fut finalement libéré en 1909. L'amiral Togo fut accueilli en héros à son retour au Japon et considéré comme le successeur du grand Nelson à l'étranger. Il dirigea le haut commandement de la marine impériale et fut responsable de l'éducation du prince Hirohito, qui devint empereur en 1926. Il mourut en 1934 et eut droit à des funérailles nationales et à une parade navale internationale. Son navire amiral, le Mikasa, existe toujours et a été transformé en musée à Yokosuka. A noter qu'un autre vétéran de cette bataille existe encore, le croiseur Aurora, qui continua sa carrière dans la flotte russe, ses marins participant notamment à la révolution d'octobre 1917 et à la défense de Leningrad pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est aujourd'hui préservé à Saint-Pétersbourg. A noter que plusieurs officiers britanniques purent observer la bataille à bord de navires japonais. Ils en conclurent que les canons de gros calibre étaient bien plus efficaces que l'armement secondaire. Ces conclusions confirmèrent les essais menés à l'époque en Grande-Bretagne et aboutirent à la construction d'un nouveau type de cuirassé qui rendit instantanément obsolète tous ses prédécesseurs, le HMS Dreadnought. Après la bataille de Tsushima, les Russes étaient dans une situation désespérée. Sur mer, les Japonais avaient le contrôle total, tandis que les troupes russes avaient subi plusieurs défaites sur terre.
De plus, le pays était en pleine révolution, l'agitation gagnant même la flotte de la mer Noire avec la fameuse mutinerie du cuirassé Potemkin, 2 semaines seulement après la bataille. Pour autant, le Japon n'était pas dans une position très favorable non plus. Le pays avait perdu près de 66 000 soldats, bien plus que les Russes, l'économie souffrait de la guerre et le pays n'avait pas les moyens de vaincre définitivement son adversaire. Les deux camps acceptèrent donc l'arbitrage du président américain Theodore Roosevelt. Le traité de Portsmouth fut signé le 5 septembre 1905 et mit fin au conflit. Le Japon confirmait son contrôle sur la Corée et s'emparait de Port Arthur et du sud de la Mandchourie, ainsi que de la moitié sud de l'île russe de Sakhaline. Mais le pays ne put obtenir de compensation financière. Ce traité fut donc très mal accueilli par l'opinion publique japonaise, qui considérait cela comme une paix volée par les Américains, ces derniers étant accusés d'avoir favorisé les Russes. Pour certains historiens, la paix décevante négociée à Portsmouth encouragea le nationalisme japonais, qui culminera avec la constitution d'un empire dans le Pacifique et en Asie, et à une confrontation militaire avec les États-Unis. Confrontation dont l'un des principaux acteurs fut l'amiral Yamamoto, l'instigateur de l'attaque sur Pearl Harbor et qui fut blessé à Tsushima. Ce dernier avait à l'époque 21 ans et perdit 2 doigts alors qu'il était à bord du croiseur Nishin. S'il avait perdu un 3e doigt, il aurait été écarté de la marine et sa carrière en serait restée là. Comme quoi on est passé à 1 doigt de ne pas avoir Pearl Harbor. A noter que les épaves de la flotte russe firent encore parler d'elles bien après la guerre. En effet, des rumeurs commencèrent à circuler évoquant un immense trésor en or et en platine à bord du croiseur Amiral Nakimov. En 1980, un homme d'affaires japonais, Ryoshi Sasakawa, organisait une expédition pour retrouver l'épave et son trésor. Ce dernier affirma avoir trouvé des lingots d'or et de platine, des joyaux ainsi que des pièces d'or pour une valeur de 36 milliards de dollars. Sasakawa proposa alors de rendre ce trésor à l'Union soviétique, qui était le propriétaire légitime, contre la restitution des îles Kouriles annexées par l'URSS après la Seconde Guerre mondiale. Alors j'ai eu beau chercher, je n'ai trouvé aucune autre information sur ce trésor, et visiblement les Kouriles n'ont pas été rendus au Japon. Sachant que le personnage est assez controversé, on pourrait penser qu'il a mis ça en place pour exacerber le nationalisme de ses compatriotes et mettre un coup de projecteur sur les ambitions japonaises sur les Kouriles. Et comme les rumeurs sur un trésor similaire à bord du croiseur Donskoy, qui avait coulé également à Tsushima, s'était avéré une escroquerie, ça ne me donne pas trop envie de croire à ces histoires de trésors. Voilà, c'est tout pour cette fois. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Les commentaires aident aussi au référencement de la chaîne, d'autant que je les lis tous. On se retrouve pour la prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien et à bientôt.